Alors avant tout, nous sommes deux à présenter le webinaire aujourd'hui. Donc moi-même, Soline Moretti, donc je suis ingénieure de Centrale Marseille, diplômée en 2003. Je suis spécialisée en recherche et développement des pollutions moteurs de poids lourds. Et je suis également diplômée en Master 2 en philosophie, éthique et écologie. Donc j'ai créé également l'association Réseau FEV, dont je vous présenterai deux mots tout à l'heure, qui accompagne les salariés dans la transition écologique. L'animateur et le présentateur aujourd'hui est Jérémy Suppiot. Donc, Jérémy Suppiot est philosophe de l'association Réseau FEV. Il est également enseignant en philosophie et consultant en éthique. Avec Jérémy, nous avons créé ensemble la formation à l'IPESS, donc c'est à l'entrepreneuriat environnemental, social et solidaire, pour accompagner les salariés engagés dans la transition écologique. Donc, c'est une formation qu'on a créée avec l'ADEME. Jérémy a participé avec moi à la création du groupe éthique au sein des 4 moteurs pour l'Europe avec l'IESF Lyon. Et il travaille actuellement sur la thématique de la responsabilité et du rôle de l'ingénieur dans la transition écologique. Il intervient aussi dans les écoles d'ingénieurs. Jérémy est aussi en recherche active d'un doctorat en éthique de l'ingénieur. Donc, si vous avez des pistes pour lui, vous pouvez le dire, ce sera avec plaisir. Je vais présenter maintenant donc, les deux organisations animatrices de ce webinaire. Donc déjà, Centrale Transition. Donc Centrale Transition, c'est un nouveau réseau des anciens des écoles centrales qui sont intéressés ou acteurs de la transition. Les objectifs de Centrale Transition sont d'échanger, d'apprendre, de débattre et de se soutenir pour accélérer la transition écologique et aider les anciens en transition eux-mêmes. Les non-centraliens sont aussi les bienvenus. On organise des tables rondes, des ateliers, des débats, etc. Donc, pour suivre l'activité du groupe, du réseau, vous pouvez aller sur le groupe Linky ou Facebook. Donc, c'est Centrale Transition tout attaché, sans espace. Il y a un formulaire dont le lien est dans la description du groupe. Donc, pour ceux qui veulent être tenus au courant par mail, vous pouvez vous y inscrire et si vous voulez aussi vous impliquer plus activement. Donc, dans le réseau Centrale Transition, tout membre est le bienvenu pour organiser des événements. Donc, si vous avez des envies de sujets, d'événements, si vous souhaitez parler d'un sujet que vous connaissez, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec plaisir pour l'organiser avec vous. Ce sont les membres même de l'organisation qui organisent ces événements qui leur plaisent. Donc, par exemple, les ateliers Do It Yourself et ce webinaire qu'on organise aujourd'hui. Un petit mot sur l'association Réseau FEV, dont je suis présidente et fondatrice. Donc, l'association Réseau FEV est une association de loi 1901 d'intérêt général qui accompagne les salariés dans leur engagement au travail en faveur de la transition écologique et solidaire. Donc, nous proposons à tout salarié, quel que soit son métier, quelle que soit son entreprise, quel que soit son statut, de les accompagner et nous leur proposons une formation certifiante, donc à l'intrapreneuriat ESS. On leur propose aussi des accompagnements individuels et collectifs. On leur propose un parcours du salarié engagé dans son entreprise pour la transition. On propose aussi des after-work, des lunch breaks, des ateliers thématiques, mais surtout la possibilité de rejoindre un réseau des salariés engagés dans la transition, avec des multiples partenaires, des acteurs de l'ESS spécifiques à chaque territoire. C'est un réseau national qui s'est développé sur la métropole de Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous invitons aussi tous les membres à créer des antennes locales là où ils sont. Donc, vous pouvez également visiter notre site web, donc c'est réseaufev.fr, et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter et tout salarié et bénévole est le bienvenu pour partager ses compétences, ses connaissances et ses envies d'agir dans son entreprise. Maintenant, je te laisse la parole, Jérémy, pour la suite du webinaire et le cœur du sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, je suis très heureux d'être ici pour pouvoir vous partager un petit peu mes recherches, le fruit de mon travail. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation voilà, qui va durer à peu près 40 minutes. Je vais vous présenter donc la démocratie technique. Qu'est-ce que c'est, quels sont ses enjeux, ses implications. Le déroulé, donc d'abord j'introduirai à la définition d'ingénieur telle que je me la suis donnée pour ce travail-là et la définition de la démocratie technique. Ensuite, je parlerai du rapport qui peut exister entre science et démocratie. Quel rapport entretiennent la science et la démocratie? Puis, je vous présenterai ce que Michel Calon, sociologue français, appelle les forums hybrides.
pour justement étayer et éclaircir ce rapport entre science et démocratie. Et enfin, je vous présenterai le concept de traduction, voilà, qui est également un concept qui vient de Michel Callon, pour éclairer voilà, le rôle de l'ingénieur dans ce rapport entre science et démocratie. Et enfin, voilà, on finira par vos questions. Donc, déjà, en introduction, je vais commencer par vous définir les termes d'ingénieur et démocratie qui sont pas forcément évidents à définir. Notamment, par exemple, premièrement, ce terme d'ingénieur. Qu'est-ce qu'un ingénieur? C'est déjà une question compliquée avant même qu'on ait entamé le sujet, puisque voilà, au cours de mes recherches, j'ai eu beaucoup de mal à le définir, à l'encadrer, à savoir de ce dont je parlais quand je parlais d'ingénieur, parce que autant on peut parler d'ingénieur de formation, c'est-à-dire qui a suivi un cursus ingénieur classique, autant on peut aussi parler d'ingénieurs qui deviennent ingénieurs par un parcours universitaire, par exemple. Donc, on va parler d'ingénieur, de fonction d'ingénieur. Euh, et puis, bien entendu, il y a plein de fonctions différentes d'ingénieurs. Autant on pourra avoir des ingénieurs de maintenance ou des ingénieurs de développement qui seront spécialisés dans le développement de produits ou le développement de méthodes. Bref, il y a tout un tas de définitions qu'on peut lui donner. Mais là, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai voulu vraiment cadrer le sujet autour de la fonction, des fonctions spécifiques de l'ingénieur. Et donc, j'entendrai par ingénieur une fonction dans l'entreprise. Et ces fonctions-là, donc j'en ai dénombré 4. Premièrement, une fonction de développement de solutions. Un ingénieur, il est là d'abord pour développer des solutions vis-à-vis de problèmes qu'on lui pose. Ensuite, son rôle, c'est de résoudre des problèmes complexes. Donc là, la complexité, elle est importante pour un ingénieur, puisque c'est là son véritable rôle, c'est réussir à la démêler et à répondre à un problème complexe. Dans un environnement contraint, donc contraint, ça veut dire autant par les normes, par exemple les normes industrielles qui peuvent lui être imposées, que de manière générale par tout le système dans l'entreprise qui fait qu'on va lui demander, par exemple, de respecter telle contrainte de temps ou telle contrainte de budget. Et enfin, peut-être le plus important, c'est la mobilisation de connaissances techniques et scientifiques qui sont nécessairement demandées dans un travail d'ingénieur. Donc voilà, c'est ces quatre aspects-là que j'ai choisi de relever dans la définition de l'ingénieur pour le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, donc, qu'est-ce que la démocratie technique? Donc, ici, j'ai mis, pour vous expliquer rapidement ce que c'est la démocratie technique, j'ai voulu voilà, vous mettre deux systèmes politiques auxquels répondent cette démocratie technique, c'est-à-dire deux idéaux différents. Premièrement, donc l'idéal démocratique. Quand je dis idéal démocratique, il faut entendre au sens du système politique, parce que souvent, derrière démocratie, on peut mettre tout un tas de choses, tout un tas d'idées, on peut mettre les droits de l'homme, etc. Mais là, quand je parlais de démocratie, c'est vraiment au sens du système politique, donc qui est de donner le pouvoir au peuple, donc démos le peuple, kratos le pouvoir. Et en face de ça, on peut voir on peut mettre en opposition la technocratie qui serait le pouvoir, donc techné, qui est le savoir-faire, hein, qui est l'art au sens de l'artisan. Quand on dit technocratie, donc qui vient de techné et kratos, le pouvoir, c'est donner le pouvoir aux sachants, c'est-à-dire ceux qui ont le savoir-faire. Qui ont les savoirs, les connaissances scientifiques, mais aussi éthiques. Et c'est pour ça que je vous ai mis donc à gauche Platon, la République de Platon, parce que c'est en fait lui le premier. Alors il parlait pas de technocratie parce que le terme n'existait pas, mais c'est le premier à avoir défini cet idéal, si vous voulez, lui ce qu'il disait c'était les philosophes devraient être rois. Et quand on dit philosophe,
il faut lire, bien entendu, à l'époque, les sachants, ceux qui savent différencier le vrai du faux et le bon du mauvais. Et donc, la démocratie technique, c'est répondre à ces deux impératifs. C'est-à-dire, d'une part, de pouvoir permettre de faire en sorte que le peuple reste souverain, et d'autre part, de faire en sorte que le gouvernement soit dirigé par des personnes qui ont la connaissance. Et donc, il y a essentiellement un enjeu, par exemple, d'éducation, c'est-à-dire d'éducation populaire, de faire en sorte que le peuple soit en capacité de faire les bons choix. Donc, le problème de la démocratie technique aujourd'hui, il est celui-là, en fait, de réussir à répondre à ces deux idéaux différents. Donc, là, ici, la question qu'on va se poser, c'est quel rapport entretiennent science et démocratie pour répondre à cet enjeu de la démocratie technique. Donc, on va reprendre un petit peu l'histoire et les enjeux de la démocratie technique. D'où vient finalement cette notion. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter les trois régimes de la scientificité selon Christian Licope. Donc, Christian Licope, qui est un sociologue français, qui a défini trois régimes de la scientificité qui se sont succédés entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui expliquent comment on a pu arriver aujourd'hui à cette science particulière qui est une science confinée, c'est-à-dire séparée du monde. Donc, ce qu'il explique, c'est que dans un premier temps, au XVIIe siècle, il y avait ce qu'il appelle le régime de la curiosité, dans lequel l'expérimentation scientifique s'opposait à l'expérience commune du monde. Et c'était ça le rôle de la science, c'était de montrer les pouvoirs incroyables de la nature. Et si vous voulez, c'était simplement un rôle de démonstration auprès d'un public d'aristocrates, voilà, d'expériences hors du commun. Il n'y avait pas encore cette notion d'utilité de la science. Mais arrive à la fin du XVIIe siècle, ce qu'il appelle le régime de l'utilité, dans lequel ce qui est important, c'est pas tellement l'expérimentation scientifique qui sort du commun, mais plutôt la reproductibilité de l'expérience. Et on retrouve ça notamment en astronomie, où il y avait la nécessité de pouvoir avoir une carte du ciel et si vous voulez, reproduire les expériences scientifiques qui pouvaient être faites dans différents observatoires. Donc, il y aura tout un travail autour de ça, de la reproductibilité de l'expérience. Et enfin, au XVIIIe siècle, on va retrouver le régime de l'exactitude qui sera, si vous voulez, la finalité de ce régime de l'utilité, où on va chercher à être de plus en plus précis. Et au travers de ces régimes de l'exactitude, la science va se confiner de plus en plus parce que, par exemple, on continue avec cet exemple de l'astronomie, on va avoir besoin de trouver des endroits de plus en plus éloignés de la civilisation avec le moins de pollution lumineuse. Et donc, on va avoir une espèce de séparation qui se crée au fur et à mesure entre le monde commun et le monde de la science. Et donc, c'est ça que Christian Licope appelle, et ensuite Michel Calon dans Agir dans un monde incertain, le livre de Michel Calon, sur lequel je me suis appuyé pour faire cette présentation. C'est ça qu'il appelle ensuite la science confinée, si vous voulez. C'est une science qui se retrouve coupée du monde extérieur, une science voilà, qui n'a plus forcément un corps de lien avec le monde. Donc, quels enjeux démocratiques vis-à-vis de cette science qui s'est confinée, qui s'est séparée du monde? Eh bien, aujourd'hui, ça a créé de plus en plus une séparation, une privatisation du savoir, puisque, si vous voulez,
les expérimentations et ce besoin d'exactitude toujours plus fort lié au fait, voilà, si on va un peu plus loin que l'ICOP, on peut remonter encore au 19e siècle avec l'essor de l'industrie, etc. Il y a cette nécessité donc, de privatisation du savoir. Et c'est là où sont véritablement on va retrouver véritablement les enjeux démocratiques, parce que voilà, privatisation du savoir au travers de dépôts de brevets, un pouvoir discrétionnaire des entreprises et des consortiums industriels sur le choix des nouvelles technologies, des jeux d'intérêt qui se créent, et un risque, des risques réels de désinformation et de manipulation. Voilà, j'ai pas besoin d'insister là-dessus, c'est des risques qu'on connaît. Mais là où c'est intéressant de reprendre l'historique, c'est qu'on peut voir un peu d'où ça vient, en quoi, du coup, la science, au fur et à mesure, on peut retrouver des véritables enjeux démocratiques derrière cette notion-là. Et donc, en fait, on va retrouver, à travers cette privatisation du savoir, une opposition entre, d'un côté, un idéal de liberté démocratique, qui serait en fait un idéal selon lequel le peuple choisit son propre destin. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, chez Rousseau au travers de la notion de volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté du peuple de choisir son propre destin. Et en face, un idéal de liberté, lui aussi, mais économique. Les individus choisissent leur propre destin, mais ce sont les individus, c'est plus le peuple pris dans son ensemble. Donc, on va retrouver une privatisation des libertés, une sorte d'adoration de la propriété privée. Et donc, le droit de jouir du savoir que j'ai produit, tant pour l'utiliser que pour le vendre, devient impératif. C'est ça qui va mener à la privatisation du savoir. Donc, l'exactitude a un coût, elle doit donc avoir un prix. C'est-à-dire que il y a toujours, plus on veut être précis, plus on doit avoir des instruments de mesure qui coûtent cher, plus on doit avoir des dispositifs qui coûtent cher. Et donc, finalement, petit à petit, avec cet idéal de liberté économique, on a une privatisation du savoir qui est produit. Là, on peut se demander quel rôle de l'ingénieur dans cette privatisation du savoir, puisque finalement, on parle d'ingénieur pas au sens, donc bien au sens de la fonction d'ingénieur en entreprise. Et donc, c'est pas lui, nécessairement qui a la stratégie. Donc, si vous voulez, on peut se demander quel rôle de l'ingénieur dans ces enjeux dans ces enjeux du rapport entre la science et la démocratie. Pour mieux définir la responsabilité de l'ingénieur, il faut déjà revenir à comment les organisations répondent aujourd'hui à ce besoin de transparence. Parce que nécessairement, ils sont obligés d'y répondre. Il y a une vraie demande au niveau de la une vraie demande de la part du peuple de pouvoir accéder, voilà, d'être le plus transparent possible vis-à-vis de leur activité. Et donc, c'est ainsi qu'a été créée donc, la responsabilité sociale des entreprises, ou responsabilité sociale des organisations, pour le dire plus largement, avec donc des obligations légales, comme les obligations de rapport extra-financier. Ce sont donc des rapports dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'informations sur l'impact environnemental et social d'une entreprise. Et sinon, en dehors de ces obligations légales, on a, mais sans doute que vous connaissez déjà, des normes environnementales et sociétales, par exemple la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale ou ISO 14001 sur le management environnemental. Bref, je ne vais pas insister dessus, mais c'est simplement pour dire aujourd'hui, voilà ce qui existe, voilà comment répond l'entreprise à cette problématique-là. Et finalement, on peut se demander donc quel est le rôle de l'ingénieur dans tout ça, puisque c'est encore une fois, c'est pas lui qui va nécessairement rédiger ces rapports extra-financiers et c'est pas lui qui va décider des normes ISO 14001 ou ISO 26000, ça se fait au niveau de la stratégie. Et donc c'est là où finalement c'est la notion de forum hybride telle que Michel Callon nous la propose est intéressante parce qu'il montre que un ingénieur, au-delà de sa fonction,
c'est-à-dire dans l'entreprise, peut avoir un impact auprès de la société civile au travers d'espaces de discussion hybrides. Et quand il dit hybride, c'est dans le sens que qu'on va retrouver autant des experts de la question, des experts scientifiques, techniques, des ingénieurs, que des non-experts, d'autres personnes qui sont fondamentalement intéressées par le sujet, mais qui n'ont pas de connaissances. Donc, quel est ce concept de forum hybride? Pour bien vous l'expliquer, j'ai voulu vous dire d'abord ce qu'il n'est pas. D'abord, ce n'est pas un exercice de sensibilisation. Dans un forum hybride, on ne va pas retrouver la même mécanique qu'une mécanique de sensibilisation, dans laquelle on va avoir des experts qui expliquent un sujet pour que la société civile puisse en prendre connaissance, on va dire. Donc, sous un rapport top-down. Ce n'est pas non plus une approche purement partie prenante, en bottom-up, où on va aller chercher un maximum d'avis, on va aller créer des questionnaires, on va aller s'intéresser donc aux parties prenantes, c'est-à-dire parties prenantes, il faut comprendre toutes les personnes qui sont impactées par une entreprise ou une organisation, c'est ça que ça signifie, partie prenante. Donc cette approche-là, c'est pas non plus un forum hybride parce qu'on n'aura pas encore cet espace de discussion qui se crée. Donc un forum hybride, c'est véritablement un lieu où vont se retrouver des ingénieurs et scientifiques, donc des experts, appelons-les les experts, et des acteurs locaux. Et donc pour vous illustrer ça, j'ai choisi de vous présenter, de vous prendre l'exemple de l'enfouissement des déchets nucléaires, donc le projet d'enfouissement à Bure. C'est un des exemples que prend Michel Callon, justement, qui est un exemple intéressant du fait qu'il touche directement le sujet de la transition écologique et qui montre toute la difficulté de ce type de sujet, d'autant plus le nucléaire, puisqu'on sait le sujet de la transition écologique est un sujet compliqué qui peut faire débattre voilà, sur beaucoup de solutions. Et le sujet du nucléaire fait partie de ces sujets très compliqués. Et donc là, l'exemple est intéressant parce que donc c'est un débat public qui a été organisé donc par les pouvoirs locaux et par le gouvernement pour savoir si oui ou non il fallait opter pour l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc il y a eu différents débats publics qui ont été créés. Et donc pour reprendre l'historique, en 91, on va avoir la loi Bataille qui définit un calendrier long terme pour gérer les déchets radioactifs. Puis 98, le site de Bure est choisi pour installer un laboratoire. Alors à ce moment-là, il n'y a pas encore de débat public qui a été créé. C'est simplement, là, on commence déjà les expérimentations. Donc là, on peut voir déjà la science confinée. C'est-à-dire qu'il commence déjà, dans un premier temps, par créer ce laboratoire et expérimenter. Et après il s'agira de sensibiliser. En 2006 apparaît donc la loi, complétée ensuite en 2016, qui opte pour la stratégie d'enfouissement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a été créé donc, ce que Michel Callon appelle forum hybride, mais qui est du coup un débat public, et finalement qui a été assez intéressant, parce que dans un premier temps, on avait des ingénieurs qui venaient un peu dans une optique de sensibilisation. Donc, par exemple, je prends un exemple d'un interview d'un ingénieur pour France Inter qui explique « Nous voulons expliquer aux gens pourquoi le projet est bon ». Donc, ça montre bien la démarche dans laquelle ils étaient à l'origine. Mais ce que Michel Callon explique, c'est qu'au fur et à mesure des discussions qui se font, finalement, un certain nombre de problèmes sont soulevés auxquels finalement les ingénieurs n'avaient pas nécessairement pensé. Et donc là, je vais en prendre un problème en particulier qui m'avait marqué. C'était ils arrivaient, si vous voulez, avec l'idée selon laquelle l'enfouissement des déchets nucléaires allait produire de l'emploi et donc développer le territoire. Donc ça, c'était l'argument phare d'un point de vue économique. Sauf que les commerçants et les paysans expliquaient que ça allait
ça allait avoir forcément un impact sur leurs ventes, puisque avoir un site d'enfouissement nucléaire juste à côté de leur récolte, évidemment, ce n'était pas très vendeur. Donc, ça, c'est notamment, alors ça, il y a d'autres exemples, hein, bien entendu, mais celui-là, je le trouve intéressant parce que l'expertise des ingénieurs est avérée, mais sans le lien avec les acteurs locaux qui, eux seuls, savent réellement la situation sur place, finalement, on ne peut pas penser à tout. Voilà. Et donc, on voit qu'au travers de ces forums hybrides, il y a un double apprentissage, c'est-à-dire évidemment les acteurs locaux en ont appris plus sur les techniques de traitement des déchets nucléaires et donc sur cette technique particulière qui est l'enfouissement des déchets nucléaires. Mais d'autre part, c'est pas seulement les acteurs locaux qui ont appris de ça, c'est aussi inversement les experts qui ont pu apprendre de ça. Donc on peut voir que la démocratie elle-même peut être au service de la science. Simplement, voilà, je voulais quand même soulever des limites hein, à cet exemple-là de forum hybride. C'est que, bien entendu, là, comme je l'ai dit, ces débats-là, ils sont arrivés après la décision, c'est-à-dire en 2006, la loi a été votée. Et donc, on était encore trop dans cette optique de sensibilisation. Et donc, il n'y avait pas… finalement, on était plus dans l'idée de… on vient là pour expliquer, mais de toute façon, le projet va se mettre en place. Et je pense qu'il y a tout intérêt à réfléchir voilà, ces espaces de débat pour qu'ils puissent permettre véritablement des décisions démocratiques. Donc là, on en arrive donc à se demander quelle responsabilité de l'ingénieur, là, ici, dans ces forums hybrides. Eh bien, vis-à-vis de la définition qu'on s'est donnée en début de présentation, vis-à-vis de ses connaissances techniques et scientifiques, il y a une responsabilité de l'ingénieur de pouvoir traduire sa fonction d'ingénieur dans le développement de nouvelles solutions pour ses concitoyens. Et donc, là, vis-à-vis de la transition écologique, pour réussir à trouver de nouvelles solutions du point de vue de la transition écologique. Si vous voulez, c'est réussir à faire en sorte de pouvoir partager au mieux ses connaissances techniques et scientifiques et pouvoir ensuite, collectivement, choisir les meilleurs moyens d'effectuer cette transition écologique. Sur ce concept de traduction, parce que là, je l'ai employé sans encore le définir, mais il faut voir que c'est un concept qui est un concept de sociologie. Donc, il ne faut pas entendre la traduction simplement, littéralement, comme la traduction d'une langue à une autre, même si ça y ressemble. Mais c'est une traduction au sens sociologique du terme, c'est-à-dire une traduction d'intérêt, une traduction d'un langage, on va dire, qui serait scientifique et technique, vers un langage plus commun, plus partageable. Donc, simplement, c'est la notion de vulgarisation, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept de traduction et pourquoi il est intéressant pour parler de la responsabilité de l'ingénieur? Donc là, ici, je vous ai mis du coup la photo de Michel Calon, je vous en parle depuis le début, comme ça vous avez sa tête. Donc voilà, auteur de Agir dans un monde incertain, et donc qui est un sociologue et ingénieur français, donc il a aussi la formation ingénieur, qui est assez connu quand même pour ses travaux voilà, en sociologie des sciences, c'est-à-dire la sociologie des sciences, c'est une compréhension de la science au travers de la sociologie, c'est-à-dire de faits sociologiques. Et donc là, par exemple, il explique
le phénomène de traduction, qui est pour lui ce qui explique au mieux comment on va choisir telle ou telle solution technique. Donc, il explique que c'est, je vais vous lire la définition qui est un peu longue, mais on la reprendra bout par bout. Donc, c'est un mécanisme par lequel un monde social et naturel se met progressivement en forme et se stabilise pour aboutir, si elle réussit, à une situation dans laquelle certaines entités arrachent à d'autres des aveux qui demeurent aussi longtemps qui demeurent vrais, aussi longtemps qu'ils demeurent incontestés. Bon, la définition peut paraître assez complexe, mais au final, elle est pas si difficile à comprendre, dans le sens où c'est un mécanisme, si vous voulez, la traduction, il faut se remettre dans le contexte. C'est un sociologue des sciences, donc il essaye d'expliquer comment des connaissances nouvelles sont produites, comment des techniques nouvelles sont produites. Eh bien, pour lui, ça passe nécessairement par la traduction auprès d'autres acteurs, c'est-à-dire pouvoir expliquer voilà pourquoi ma solution elle est bonne plutôt que celle-là, et donc traduire mon intérêt pour cette question-là et de faire en sorte que ce soit compréhensible par d'autres. Et donc, de manière générale, il explique, voilà, c'est ce qu'il appelle les traductions 1, 2 et 3. Ça se traduit par des mouvements d'aller-retour. C'est-à-dire, dans un premier temps, il va y avoir la traduction du monde dans le laboratoire. On va essayer de reproduire le monde tel qu'il est à l'extérieur, moins toutes les, si vous voulez, toutes les pollutions qui peuvent exister, qui font que ce sera moins précis, etc. Donc, reproduire des expériences en laboratoire. Donc, ça, c'est la première étape de traduction qui doit ensuite réussir la deuxième étape de traduction, c'est-à-dire faire ressortir ces connaissances qui ont été créées en laboratoire vers le monde. Donc voilà, parmi les problématiques évidentes quand on crée un nouvel objet industriel, etc., c'est de faire en sorte que la recherche qu'on a fait, la recherche et développement qu'on a fait en laboratoire, à l'intérieur de l'entreprise, de manière confinée, pour reprendre le terme de Michel Canon, puisse ensuite rejoindre le monde réel, on va dire. Et donc, tout l'enjeu, il est là, pour ce qui est de la transition écologique, c'est de réussir pour un ingénieur à effectuer cette transition, en fait, à effectuer sa traduction. Traduire, donc, d'une part, des enjeux démocratiques, des enjeux sociaux, environnementaux, en des enjeux techniques, et inversement, réussir à traduire des enjeux techniques dans des enjeux dans des enjeux sociaux et environnementaux. Donc voilà, ce concept de traduction, je l'ai trouvé intéressant pour expliquer ce qu'on pourrait définir comme la responsabilité de l'ingénieur aujourd'hui. Et donc, pour résumer ma présentation, dans un premier temps, donc, je vous ai présenté la science confinée, c'est-à-dire cette science qui se retrouve séparée du monde, qu'elle a pourtant pour objet. Donc ça pose un problème même épistémologique, dans le sens un problème pour la science. Et donc on retrouve un ingénieur qui est en quelque sorte reclus dans sa fonction d'ingénieur. Puis donc je vous ai présenté les forums hybrides qui est une solution, si vous voulez, pour réussir à faire sortir l'ingénieur de sa fonction, de son lieu de travail, et réussir à l'ouvrir au monde. Donc c'est une ouverture à la société civile qui se crée grâce à des espaces de discussion hybrides. Donc voilà, pour bien comprendre, un forum hybride, je vous ai pris des exemples en physique, c'est-à-dire des discussions qui ont été organisées, etc. Mais par forum hybride, on peut entendre aussi, par exemple, des webinaires comme on fait actuellement. On peut entendre sur les réseaux sociaux des lieux de discussion qui peuvent se créer entre des experts et non-experts. Voilà, donc il ne faut pas comprendre ça comme simplement un dispositif qui est créé par l'entreprise ou les pouvoirs publics.
mais avant tout comme des espaces de discussion, voilà, qui peuvent se créer de manière informelle ou de manière formelle. Et enfin, donc, je vous ai présenté ce concept de traduction pour expliquer justement quel pourrait être, selon moi, le rôle de l'ingénieur dans la transition écologique vis-à-vis et son rôle en tant que citoyen dans la démocratie technique. Au-delà de ses fonctions habituelles, l'ingénieur a un rôle de traducteur avant tout. Une traduction pour la vie démocratique qui doit mener vers une transition écologique. Donc traduire voilà, les enjeux techniques qu'il connaît, lui, au travail, et pour pouvoir les partager avec ses concitoyens, voilà, finalement. Donc, je voulais simplement finir ma présentation. C'est bien parce que là, ça va nous laisser 20 minutes pour les questions-réponses, donc ça, c'est parfait. J'ai bien envie d'avoir votre avis sur la question. Alors, simplement un grand merci à Bruno Dantou qui m'a beaucoup aidé pour ce webinaire, voilà, qui est vice-président du réseau FEV, ingénieur et intrapreneur IPESS, voilà, qui a été formé par le réseau FEV, donc par Soline, moi-même et deux autres formateurs, et qui m'a énormément aidé, voilà, pour avoir une vue de l'intérieur, puisqu'il est ingénieur lui-même. Donc un grand merci à lui. Alors, on va passer maintenant au temps de questions-réponses. Donc, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions sur le chat. Donc, la première question qui a été posée, c'est par Thierry. Donc, la question, est-ce qu'on parle de science ou est-ce qu'on parle de technique? Oui, c'est une bonne question. Du coup, j'ai retranché ces deux questions-là sous le même rapport, simplement parce que derrière science, je comprends les connaissances scientifiques, mais aussi les techniques. C'est-à-dire voilà. J'entends les deux, du coup. Je ne sais pas si je réponds à la question, ou alors j'ai pas compris la question. Alors, peut-être, Thierry, si tu peux prendre la parole pour compléter. Non, mais c'est bon. Je voulais juste savoir si on différenciait la science et la technique, pour moi, ne sont pas tout à fait la même chose, parce que la science, c'est plutôt la connaissance de notre environnement, de comment on fonctionne, et de notre insertion dans la nature. Et comme tu disais, la technique, c'est vraiment plus l'aspect savoir-faire, l'artisanat, quoi. Donc c'est pas tout à fait une démocratie scientifique, c'est pas la même chose qu'une démocratie technique pour moi. Mais... D'accord, je comprends, ouais. Alors, en fait, par démocratie technique, oui, je comprends ce que tu pointes là, ce que vous pointez là, pardon. Et non, tu en peux me fait, tutoyer. ouais, pardon, du coup. Et oui, par démocratie technique, par la technique, en fait, on va englober toutes les connaissances techniques et scientifiques. Par technique, c'est simplement, ça désigne simplement ce qu'on fait de la science. Donc, on va pas inclure nécessairement euh, par exemple, comment on appelle ça, des connaissances du monde qui sont pas utiles d'un point de vue industriel. C'est principalement pour désigner la science telle qu'elle est utilisée d'un point de vue économique. Donc c'est pour ça, quand on parle de démocratie technique, on va inclure tout un panel large, voilà, donc autant les sciences que les techniques. On va prendre la deuxième question qui a été posée donc de Seb. Je ne comprends pas d'où vient cette nécessité de privatisation du savoir. Donc sa nécessité, alors c'est pas nécessaire. Moi, je suis pas là pour défendre la privatisation du savoir, bien au contraire. Mais ça peut s'expliquer historiquement, dans le sens où est apparu avec, si vous voulez, est apparue cette nécessité-là avec le développement donc de l'industrie, l'essor de l'industrie au XIXe siècle, la nécessité de s'accaparer de ces savoir-faire.
Et en fait, ça répondait à un idéal, bon, c'est l'American Dream, hein, c'est l'idéal de développement individuel et qui a rien à voir avec l'idéal démocratique tel qu'on peut le retrouver chez Rousseau de volonté générale, etc. Mais au contraire, voilà, euh, la privatisation du savoir, donc ça répond à cet idéal qui est plutôt économique, qui est, je dirais, libertarien, dans le sens où chacun a la liberté de produire le savoir, mais étant donné que ça nécessite beaucoup d'investissement etc., il faut que ça soit rentable. Donc ça vient de là, voilà. Ça vient de là, la privatisation du savoir, ça vient de là la nécessité de pouvoir déposer des brevets pour que ensuite les inventions appartiennent à la société productrice de ce savoir. Enfin, voilà. Mais c'est pas une nécessité absolue, c'est simplement pour retracer l'historique. Peut-être une autre question qui vient d'être posée un peu plus tard, mais en lien avec celle-ci, c'est une question de Emmanuel. Le rôle de l'ingénieur, si je comprends bien, c'est de privatiser le savoir finalement. C'est une question. De privatiser le savoir, non, au contraire. Alors, non, justement, pour moi, c'est au contraire faire sortir le savoir de l'enclos dans lequel il se trouve. L'enclos on peut voir ça comme le laboratoire ou l'entreprise, ou etc. Mais de réussir à, au contraire, pouvoir partager ses connaissances techniques et scientifiques sur des questions comme, par exemple, là j'ai pris l'exemple de l'enfouissement des déchets nucléaires, mais je pourrais en prendre d'autres, des questions de transition écologique. Je prends un exemple tout bête, hein, mais moi, par exemple, qui pouvait avoir un avis très tranché sur le nucléaire, j'ai pu discuter avec des ingénieurs qui travaillent dedans et avoir un avis un peu plus abouti. Donc voilà, l'idée, pour moi, c'était de vous présenter comment moi je voyais la responsabilité d'un ingénieur pour pouvoir cette responsabilité de traducteur, hein, voilà. Je corrige, Jérémy, la question, c'est de déprivatiser, pardon. Ah, déprivatiser. Ah, excusez-moi. Alors, j'ai compris complètement l'inverse. Justement, c'est bien parce que tu donnes les arguments. Bon, bah oui, du coup, c'est ça. C'est exactement ça. C'est déprivatiser. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire que, bien entendu, il faut aller à l'encontre du droit des entreprises, c'est-à-dire partager les brevets, etc. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas du militantisme, hein, que je propose, mais c'est plutôt voilà, les connaissances techniques que vous avez. Essayer de pouvoir les partager, voilà, dans des espaces de discussion avec d'autres personnes intéressées. Une question de Seb, donc sur le forum hybride. Est-ce que le forum hybride est équivalent à un échange à double sens d'égal à égal? Oui, en principe, c'est exactement le principe, voilà, du forum hybride, c'est de réussir à mettre d'égal à égal. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un expert qui vient présenter son truc et après, et puis après il s'en va. Non, c'est bien sûr un échange entre les experts et non experts d'égal à égal. Complètement. Toujours dans cette peut-être dans cette thématique de forum hybride, une question de Aurélie. Est-ce que la démarche d'enquête publique est un forum hybride? Non. Enfin, moi, en tout cas, je le définirais pas comme forum hybride, puisque quand on est dans le cadre d'une enquête publique, on a déjà en tête ce qu'on veut interroger. C'est pas une discussion d'égal à égal, c'est nécessairement une approche qui est top-down. Donc c'est pas inutile, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas à mon sens un forum hybride. Alors peut-être pour compléter cette question, donc une remarque de Seb et puis un complément de Sophie. Donc Seb dit plutôt, donc ça serait plutôt du bottom-up. Donc les enquêtes publiques seraient plutôt du bottom-up. Et Sophie complète, donc il me semble que le principal problème est le choix des participants non experts. N'importe qui n'a pas le temps, l'envie et la disponibilité pour participer à ces consultations. Et donc, est-ce que ces non-experts sont vraiment représentatifs de la société civile? Quels sont les moyens préconisés pour choisir les participants non experts dans les forums hybrides?
C'est une très bonne question. Alors, bon, effectivement, donc, on peut pas dire que ce soit des représentants puisqu'ils n'ont pas été élus ni quoi que ce soit. C'est simplement des gens qui sont rendus disponibles pour participer. Mais là, j'aimerais faire vraiment une distinction entre deux types de démocratie. Voilà, je n'ai pas voulu insister dessus, mais comme ça, je reprends un peu là-dessus. La différence entre ce qu'on pourrait appeler une démocratie représentative, donc qui se fait au travers de représentants, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler une démocratie délibérative, qui ne passe pas nécessairement par la représentation de l'ensemble des citoyens, mais qui est la création d'espaces de discussion dans lesquels n'importe qui peut potentiellement y aller s'il est intéressé par la question. Bon, évidemment, c'est une question qui peut faire débat, mais en tout cas, voilà, ça répond un peu à cette vision-là, et qui répond à ce qu'on pourrait considérer comme un échec de la démocratie représentative, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de la représentation des citoyens. Beaucoup de citoyens ne se sentent plus représentés par les instances dirigeantes, donc il y a cette idée selon laquelle on pourrait avoir il nous reste encore cette possibilité de démocratie délibérative. Une question donc, dans différents registres donc, de Seb. Au-delà du rôle de traducteur de l'ingénieur, ne peut-on pas parler d'une responsabilité? Si, il y a bien sûr une responsabilité de l'ingénieur, mais après, c'est compliqué à définir une responsabilité de l'ingénieur. Alors évidemment, c'est mon sujet de prédilection. Moi, je travaille sur l'éthique de l'ingénieur. Donc la première question qu'on se pose, c'est comment cadrer une responsabilité, comment encadrer la responsabilité de l'ingénieur. Et c'est une question qui est assez difficile à répondre dans le sens où ça dépend réellement des contextes. Il y a des contextes plus ou moins contraints. Donc il y a bien sûr une responsabilité de l'ingénieur. Alors on pourrait penser aux lanceurs d'alerte, etc., qui est avéré. Mais c'est pas le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, parce que bon, déjà il a déjà été assez largement traité, mais même au-delà de ça, c'est pas la responsabilité de l'ingénieur, c'est pas un sujet facile. Il en existe une, mais je pense que c'est pas à moi de la définir, c'est plutôt à vous. Enfin, en tout cas aux ingénieurs. Donc voilà, moi je voulais plutôt parler du rôle de l'ingénieur qui pouvait être celui de traducteur, qui va évidemment au-delà de la fonction d'ingénieur, mais qui pouvait être un rôle intéressant. Alors, si on continue sur le domaine de la traduction, il y avait une question ou une remarque de Laure concernant la traduction sociologique vers le monde réel. N'y a-t-il pas aussi des recherches et développements déconnectés et des marqueteux forçant cette traduction? Il doit y avoir un rôle démocratique au lancement des R&D, donc recherche et développement quelque part. Oui, c'est juste là, c'est un vrai problème, mais c'est un vrai problème, j'ai envie de dire, pas seulement pour la démocratie, mais en fait, on voit très vite que les limites de ce système-là, qui est complètement décorrélé du monde et qui ne va pas s'intéresser à l'utilité sociale, c'est que oui, ça vient de là, en fait, si vous voulez, le développement de la RSE et de la responsabilité sociale des organisations, c'est de la nécessité d'aller s'intéresser un peu plus à l'impact social et environnemental de ce qui est proposé et surtout de la vie des personnes intéressées. Donc oui, il y a un vrai enjeu là-dessus, à savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, voilà, hein, c'est ce que j'expliquais quand je parlais de la privatisation du savoir. Évidemment, ce rôle-là, il est exclusivement celui des entreprises et c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais c'est un problème à régler et pour l'instant, j'en ai pas trouvé la solution. C'est simplement, voilà, c'est pour ça que je voulais évoquer les forums hybrides qui peut être un pas de côté au moins. Toujours pour continuer sur le thème de la privatisation et de la déprivatisation, donc une question de Seb. Cette déprivatisation ne se heurte-t-elle pas à l'organisation économique de nos sociétés et à la valorisation du savoir? Si, mais c'est là où la question devient compliquée. C'est que
Bien entendu, il faudrait considérer que sur des solutions importantes, je pense notamment par exemple aux questions de santé, donc à la privatisation pardon, des brevets, euh, euh, par exemple sur les mince, sur les médicaments, etc. C'est un vrai problème aujourd'hui puisque on considère que la santé est quand même un bien qui devrait être accessible à tous, mais du coup, ça peut poser problème de ce point de vue-là. Mais donc peut-être sur certains domaines, notamment aussi celui de la transition écologique, il y aurait intérêt à déprivatiser. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on peut appeler, c'est la notion de compétition, hein, si vous voulez. On pourrait avoir une coopération entre entreprises pour se diriger vers une transition écologique tous ensemble, mais qu'on garde cette compétition par ailleurs. Ça pourrait être un moyen, par exemple, de rendre public les travaux qui sont faits sur le thème de la transition écologique, etc. Puisque c'est un sujet qui est importé pour n'importe quelle entreprise et ce n'est pas un sujet qui devrait faire l'objet d'une compétition. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Oui, vas-y, Céline, pardon. Je vais enchaîner avec une question là, en lien avec la transition écologique, donc de Marc. Est-ce que la Convention citoyenne du climat est en… Alors, je ne vois pas bien la question, pardon. Alors, je reprends, pardon. Alors, est-ce que la Convention citoyenne du climat, avec les 150 membres, est-elle un forum hybride? Avec 150 membres? Alors, oui, en principe. Oui, en principe, mais sauf que, bon, moi, de ce que j'ai compris de cette convention-là, je n'ai pas nécessairement vu d'experts sur la question. Donc, voilà, c'est un lieu de discussion, un lieu de débat entre citoyens, mais je ne suis pas certain qu'il y ait des experts qui interviennent. Donc, si c'est le cas, oui, on pourrait appeler ça un forum hybride, effectivement. Alors, on va revenir sur une question de Guillaume. Tu mettais des normes dans les contraintes imposées aux ingénieurs. Or, elles sont généralement définies par les ingénieurs eux-mêmes, en groupe d'experts. Pour moi, c'est autant une contrainte qu'une responsabilité collective de les créer de manière intelligente. C'est plutôt une remarque. Ouais, c'est juste. Mais je suis entièrement d'accord. Simplement, ces normes-là, une fois qu'elles sont choisies au niveau de la direction, etc., elles sont parfois vécues comme des contraintes. Mais il faut pas voir la notion de contrainte nécessairement d'un aspect négatif. C'est-à-dire une contrainte, elle peut être volontaire, elle peut s'imposer, on peut se l'imposer nous-mêmes en sachant que ça répond à une responsabilité. Donc, mais sinon, je suis d'accord avec la remarque, hein, complètement. Une question de Léa. Lors des forums hybrides, les non-experts ont-ils un quelconque pouvoir par un vote ou autre, ou leur avis n'est-il qu'à titre consultatif? En principe, leur avis n'est qu'à titre consultatif, hein. C'est bien la limite que je voulais poser au niveau des forums hybrides. Pour moi, un forum hybride vraiment qui irait jusqu'au bout de la question, ce serait bien entendu d'aller plus loin dans cette idée-là et que effectivement il y ait une décision qui soit prise en bout de course. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est simplement déjà un espace de discussion. Mais il faut voir que c'est déjà un pas en avant dans le sens où il y a déjà une rencontre entre experts et non-experts qui ne se ferait pas sans ça. Et donc, il peut y avoir ensuite des actions citoyennes qui sont menées. Il y a un avis sur la question qui se crée. Donc, voilà, c'est quand même un pas en avant. Alors, peut-être une dernière question. S'il y en a. Et si on n'a pas, je vous propose de clôturer ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main aussi, hein. Il y a le chat, mais il y a la main levée. Pas dans l'immédiat, ça soulève des questions qui ont besoin de maturer.
En tout cas, je vous remercie pour la partie des questions qui était vraiment fort intéressante et fort enrichissante. Et puis, je laisse Jérémy clôturer ce webinaire. Merci pour votre participation. Et Jérémy, à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité déjà à participer à ce webinaire, à vous présenter ça. J'étais très heureux de pouvoir échanger avec vous au travers de vos questions. Après, je serais encore plus heureux si on pouvait remettre ça, mais en vrai, c'est-à-dire avec un échange en réel, parce que le format des webinaires, c'est intéressant, mais c'est un peu limité, surtout quand il s'agit d'échanger. Donc, mais sinon, très, très heureux de ce premier webinaire avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin de semaine et au plaisir de se retrouver.